Ok. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau Let's Talk IA, où le sujet est peut-on faire confiance à une IA. Je suis Yoann Jolin, je suis Squad Master de l'IA Squad, et tout simplement, je me suis intéressé beaucoup ces derniers temps à tous les aspects social, procédural, etc. sur l'IA. Et aujourd'hui, on va répondre à cette question qui est peut-on faire confiance à une IA. Et on est parti. Du coup, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire confiance ou pas? Déjà, les IA, en vrai, c'est complexe. C'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre. Et généralement, cette réalisation du fait que c'est complexe, ça passe en trois étapes. Première étape, c'est la stupéfaction. C'est quand on va sur ChatGPT, c'est mon Dieu, l'IA me répond comme un être humain classique. Qu'est-ce qui se passe? La deuxième étape, c'est tout de suite questionnement, mais pourquoi est-ce que l'IA me donne ça? L'IA me dit qu'elle va bien, est-ce qu'elle va vraiment bien? Est-ce qu'elle a des sentiments, etc. Et généralement, quand il y a cette étape-là, c'est là où on se demande à poser des questions, éventuellement sur un forum, etc., jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un qui essaye de raconter un peu comment ça fonctionne une IA. Et là, il commence à balancer plein de jargon, des réseaux de neurones, des espèces de calculs de matrices, etc. Enfin, il y a beaucoup de jargon spécifique à une IA, il faut les entraîner, tout ça. Et au final, on comprend rien. Et c'est cette incompréhension qui fait que, au départ, on se méfie, ce qui est normal, de ce que c'est une IA. Et on se demande à un moment, est-ce que c'est pas de la magie noire? Je réponds rapidement à cette question, non, c'est des choses très complexes. Le but de ce talk n'est pas de rentrer là-dedans, mais on va voir là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'établir une confiance avec les IA. La confiance est un élément clé dans énormément de secteurs. C'est quelque chose qui est essentiel dans beaucoup dans beaucoup de milieux. Je vais vous présenter des exemples où la confiance fonctionne bien et fonctionne un peu moins bien. Le premier exemple, c'est le consensus scientifique. Dans le monde académique, en fait, quand vous voulez établir un consensus scientifique, vous avez tout un processus où les gens publient des recherches, elles sont validées, elles sont relues, etc. Et tout ce processus et le fait que tout soit public permet d'avoir une confiance extrêmement forte dans les résultats de la science. Un autre cas où la confiance a été établie de manière assez forte, c'est au niveau du suivi alimentaire, qui est la mise en place notamment d'un contrôle lors de la chaîne du froid. Il faut savoir que, et on reviendra sur cet exemple tout au long de cette présentation, dans le monde alimentaire, on a beaucoup de processus, beaucoup de réglementations et beaucoup de suivi de la température de chacun des aliments en fonction s'il est dans leur transport, dans un camion, dans un entrepôt, etc. Et il y a des règles très strictes pour accepter ou pas la marchandise. Comme dit, on en reparlera tout au long de la présentation. Par exemple, la confiance a été un élément qui a manqué. C'est par exemple en 2008, lors de la crise des subprimes, on a Lehman Brothers qui a perdu la confiance de ses investisseurs, notamment parce qu'on pensait qu'elle avait plein de produits pas bons, pour faire simple, et qu'elle n'était plus en capacité de rembourser. Et le fait qu'on pense qu'elle ne soit plus en capacité de rembourser fait que tout le monde a retiré les sous de la banque Lehman Brothers, ce qui a provoqué sa faillite, car elle n'était effectivement plus en capacité de rembourser une fois qu'on a retiré les fonds là-dessus. Un autre cas assez connu où la confiance a été un élément qui a manqué énormément et qui a causé la ruine d'une entreprise, c'est Enron, qui était à un moment le leader américain, même mondial du secteur énergétique, et qui, suite à une mauvaise gestion et la dissimulation de nombreuses fraudes, s'est retrouvé en 2001, où en octobre, on avait le Goldman Sachs qui disait que c'était la meilleure des meilleures entreprises, à décembre 2001, où elle a déclaré faillite. Donc quelque chose d'assez rapide, et c'est encore un exemple de mauvaise gestion là-dessus. Donc, quand on parle de confiance dans l'IA, qu'est-ce qu'on a exactement? Qu'est-ce que nous disent un peu les différents éléments? Eh bien, on a un domaine qui s'intéresse un peu particulier, qui s'appelle les Trustworthy AI. Donc, ce qui se traduit littéralement dans les IA dignes de confiance. C'est un domaine qui est assez nouveau, qui a été popularisé par deux acteurs principalement, qui est l'Union européenne, avec un groupe de travail qui avait ça, et la Fondation Mozilla, qui a sorti un livre blanc à ce sujet. Et le but, c'est de mettre en place un certain nombre de processus. Déjà, c'est de définir le concept. Qu'est-ce que c'est avoir confiance en IA? Quelles sont les spécifications, si je peux dire, de avoir confiance en IA? Et l'objectif aussi, c'est de trouver ensuite des moyens. C'est bien beau de dire quelles sont les possibilités, mais ensuite, comment est-ce qu'on respecte tout ça? Comme je disais, il n'y a pas vraiment de consensus. Moi, j'ai décidé
de découper ça en plusieurs parties qu'on va voir les unes après les autres. Le premier, ça va être vraiment sur les aspects respect de la loi. Donc tout ce qui est législation. Ensuite, on va avoir une partie vraiment plus qui est rentrée et qui a effleuré un peu la technique, mais qui est sur la fiabilité et la robustesse. Ensuite, on va parler de tout ce qui est équité, transparence, accessibilité, que j'ai un peu regroupé. Et ensuite, on va parler de respect de morale, de simplement d'éthique, qui est un des éléments importants. Je vais commencer par ce qui me semble le plus le plus rébarbatif, ce qui est le respect de la loi. Une IA digne de confiance, c'est bête à dire, mais évidemment qu'elle doit être légale et licite. Elle doit respecter les lois de chacun. Pas juste les lois spécifiques à l'IA, mais aussi toutes les lois qui sont attenantes. Par exemple, en Europe, on a le RGPD, on a ce genre de législation, ça doit les respecter. Je vais faire tout au long de la présentation, je vais faire une petite analogie sur justement le respect de la chaîne du froid. Et quand on regarde par exemple ce qui se passe au niveau de l'agroalimentaire, on a une réglementation qui détaille très précisément toutes les contraintes et tous les contrôles qui s'appliquent à chaque maillon de la chaîne d'acheminement de la marchandise. Les responsabilités sont clairement définies, qui est responsable de quoi, qui doit contrôler quoi à quel moment, etc. etc. Et c'est quelque chose qui est en place depuis un bon bout de temps et qui diffère selon les pays, mais on a quelque chose de global et de consistant. À ce sujet-là, au niveau de l'IA, où en est la législation? Alors, j'ai parlé un peu des USA et de l'Union européenne. Je vais laisser la Chine, enfin, j'ai pas mis la Chine ici volontairement car c'est un cas un peu spécial et je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais pour faire simple, aux États-Unis, actuellement, on n'a pas de loi fédérale globale sur l'IA. On a plus d'une quarantaine d'États qui ont examiné des textes. Certains l'ont adopté, je pense au Connecticut, je pense au Texas, qui ont adopté des propositions. Et surtout, on n'a pas de définition consensuelle de l'IA. Pour eux, une IA, il n'y a pas quelque chose de clair dessus. Au niveau des lois fédérales, on a certaines agences qui ont des restrictions, notamment je pense au FAA, donc l'aviation civile, qui refuse l'utilisation d'IA pour certains cas, etc. On a aussi le Department of Defense, qui est du coup la sécurité intérieure, qui a aussi des restrictions. Mais soyons clairs, on est plus sur des restrictions que sur des législations globales. On a aussi plusieurs propositions et décrets qui ont été mis en place par la Maison-Blanche à modérer, puisque les Américains vont changer de président d'ici le 20 janvier, et donc qu'est-ce qui va passer à ces décrets? Aucune idée. Mais les lois existantes sur la protection des consommateurs, la protection des utilisateurs informatiques, etc., existent déjà, et ces lois, évidemment, s'appliquent aussi. L'Union européenne, on a été très rapide à dégainer l'artillerie législative, comme d'habitude, et on a deux textes qui sont... Alors, un qui est passé et un qui est en cours de discussion. On a le UI Act qui va définir tout un tas de définitions pour l'IA, notamment elle définit ce que c'est une IA. Enfin, pour faire simple, c'est un système autonome qui prend des décisions et qui apprend en fait de ces données et qui peut changer les règles en fait au fur et à mesure de son exécution. Et on a un deuxième texte qui est l'AI Liability Directive, qui va compléter le premier en fait dans tout ce qui est responsabilité et comment se retourner vers les entreprises en cas de conflit tout simplement. Donc au niveau européen, comme je disais, le UI Act définit 4 niveaux de risque qui va de inacceptable, c'est-à-dire vraiment on ne peut pas déployer cette IA. Il y a tout un tas de domaines qui sont mis, notamment la mise en place de scores sociaux comme on peut y avoir en Chine, etc. Jusqu'à haut, limité, et ensuite bas, minimal. En gros, plus la nomenclature est haute, au niveau du risque, plus vous avez une exigence de transparence qui change. Les IA à haut risque demandent beaucoup de documentation et beaucoup de preuves à apporter au niveau de la transparence, au niveau de comment ça fonctionne, etc. Les IA au risque bas, voire minimal, demandent quasiment rien, même presque pas d'autorisation. Et surtout, en Europe, la responsabilité, on en discutera, revient à son éditeur. Mais on discutera de ça un peu plus loin. Ensuite, deuxième point que je vais aborder pour la confiance, c'est la robustesse. Une IA, non, pour avoir confiance, c'est une IA qui fonctionne. Ça paraît bête à dire, mais quelque chose qui est vrai. Qui fonctionne, ça veut dire aussi qui est sécurisé.
Donc, il faut bien faire attention à la sécurisation de l'infrastructure sous-jacente. Donc, votre IA va tourner sur une machine, il ne faut pas qu'on puisse accéder depuis l'IA à cette machine, mais aussi la sécurité de l'IA en elle-même. Ce qui se passe en fait dans ces cas-là, c'est que des fois, il y a des moyens de détourner les intelligences artificielles pour récupérer des données qu'elles ne devraient pas donner. Un exemple tout bête, c'est Google qui, l'an dernier, au début de ChatGPT, des ingénieurs chez Google ont décidé de faire répéter le même mot à ChatGPT et de manière infinie, en lui disant tu le répètes de manière infinie. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, l'IA a halluciné, a pété un plomb et a commencé à ressortir des informations d'entraînement. Et ça, c'est une mauvaise sécurisation de l'IA. C'est pour ça que j'ai par l'infrastructure et l'IA en elle-même. Évidemment, il faut que ce soit imperméable aux attaques extérieures, donc pas possible qu'on le hack. Une bonne gouvernance des données, donc les données qu'on servent en entraînement doivent être correctes. Et surtout, avoir des résultats reproductibles. Alors, c'est pas dire avoir des résultats identiques. Par exemple, ChatGPT, je reprends l'exemple de ChatGPT, mais c'est parce que c'est parlant. Quand on lui demande comment ça va, il va vous donner des réponses légèrement différentes à chaque fois. Il va vous répondre que globalement ça va bien, mais il va jamais vous donner les mêmes mots précisément. Mais il va toujours vous donner la même intention. C'est ça la reproductibilité. Et on va accomplir son but prévu. Il faut que ça accomplisse son but prévu. Donc, c'est-à-dire qu'une IA va avoir un objectif, il faut que l'IA remplisse son objectif tout le temps et ne se détourne pas de ceci. Si je reprends un peu tout ce que je viens de dire sur l'agroalimentaire, en fait, tout simplement, les capteurs techniques qui sont utilisés, les compteurs frigorifiés, etc., sont mis en place depuis longtemps et tous les endroits de stockage sont régulièrement contrôlés, vérifiés pour s'assurer de leur bon fonctionnement. C'est ce qui s'assure qu'on a au niveau alimentaire, on a une robustesse technique et qu'on peut être sûr que les relevés sont fiables. Que si les relevés ne sont pas fiables, on va avoir des problèmes au niveau de la confiance. Autre aspect de la robustesse pour moi qui est importante, c'est une IA qui doit rester sous contrôle. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir quelque chose qui soit fiable techniquement, mais la robustesse, c'est aussi définir quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait. Donc pour ça, il faut définir, la première étape pour moi qui est importante, c'est définir à quoi doit servir une IA. À quoi doit servir une IA, c'est en fonction de son but. Par exemple, la GPT sert à répondre en langage naturel à une personne. On peut avoir des buts sur de l'imagerie médicale, etc. Il faut prévoir les limites de l'IA et où est-ce que son champ d'action s'arrête et éventuellement les définir clairement pour pouvoir les stopper avant de faire quelque chose de non souhaitable. Je vais définir des plans d'urgence. Je vais commencer je vais reprendre un peu la métaphore alimentaire, c'est-à-dire que par exemple, en agroalimentaire, on a des procédures de rappel. C'est-à-dire que quand un produit a été détecté par le contrôle qualité comme étant de mauvaise facture ou potentiellement à risque, on rappelle tous les numéros de lot qu'il faut et on dédommage les consommateurs, etc. si jamais il y a besoin. Et dans l'IA, il faudrait qu'on ait des choses un peu similaires, des sortes de procédures de rappel où quand l'IA dysfonctionne, on puisse dire on va la mettre en ligne, on va corriger les erreurs, etc. etc. Faut prendre en compte son environnement, et quand je parle de prendre en compte son environnement, je ne parle pas juste de l'environnement au sens écologique, mais vraiment son environnement global, c'est-à-dire dans quel contexte évolue l'IA. Si c'est un contexte assez restreint, on pourra se permettre plus de choses parce qu'on pourra plus contraindre les utilisations. Alors que si on touche le grand public, il faudra que l'IA puisse, que le contrôle de l'IA soit le plus clair possible, qu'on puisse faire le moins de choses en dehors, en tout cas, de son objectif possible. Ensuite, on a tout ce qui est prévoir l'impact de l'IA, c'est-à-dire que si vous avez une IA qui, dans l'imagerie médicale, je vais prendre cet exemple-là, et qui est là pour détecter si on a des cellules cancéreuses à un endroit, si votre IA se plante une fois sur deux et qu'on donne un mauvais traitement à une personne, c'est très négatif et il faut faire attention à ça. Et ensuite, il faut aussi se résister, s'adapter aux perturbations, c'est-à-dire que tout ce que je viens de dire, en fait, ça change, l'environnement change, l'impact d'une IA peut changer, et être robuste, ça peut être aussi s'adapter à ces différentes perturbations.
Un exemple que je vais vous prendre, c'est le cas, un cas assez connu, qui est le cas de Tay. Donc Tay, c'est une IA qui a été créée par Microsoft en 2016 et qui a été introduite sur Twitter pour répondre et apprendre des messages qu'elle voit et qu'elle répond. Donc ce qui s'est passé, c'est que le 23 mars, on a Microsoft lâche l'IA sur Twitter et au bout de 16 heures, l'IA a rédigé 96 000 tweets et dont la plupart faisant l'apologie du racisme et du sexisme, ce qui n'était évidemment pas le but de Microsoft à la base, ils l'ont rappelé. Donc le 25 mars, donc à peine un ou deux jours plus tard, l'IA a été suspendue, Microsoft confirme que ça a été suspendu, et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il s'avère que lors de la conception de l'IA, on avait effectivement prévu qu'il y ait des concepts interdits, mais il y a tout un tas de concepts qu'ils avaient oubliés, le concept de nazisme, le concept de viol, etc. par exemple. Et donc du coup, ben, l'IA est passée au travers. Et donc l'expérience a été retentée en décembre 2016 avec une IA qui s'appelle Zo, qui reste en ligne jusqu'en 2019, avec qui ça s'est mieux passé. Il y a toujours eu des problèmes avec Zo sur les différentes parties, mais c'est bien différent. Et moralité de tout ça, Microsoft a changé sa manière complètement d'aborder l'IA avec cette expérience, selon ce qu'a dit Satya Nadella. Et pour le coup, c'était vraiment quelque chose qui a changé. Parce que qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de tout ça, c'est qu'en fait, il y a eu des mauvais tests qui ont été faits, on n'a pas bien contrôlé les limites, ni trop contrôlé les données, et du coup, on a pu avoir des attaques. Par contre, une chose qui a été bien implémentée côté Microsoft, et je le dis tout de suite, c'est qu'ils ont mis très vite en place un kill switch, donc le fait de couper l'IA pour éviter qu'elle fasse plus de dommages qu'elle en a déjà fait. Ils ont été très réactifs sur ce sujet. Bien. Maintenant qu'on a parlé de robustesse, je vais passer à un autre enjeu, qui est l'enjeu d'équité. Alors, qu'est-ce que c'est l'équité? Ça va être vraiment un enjeu de représentation. C'est-à-dire que le but, ça va être d'éliminer le plus de biais possible à une IA. Qu'est-ce que j'appelle un biais? Un biais, c'est une erreur systématique que fait une IA. C'est-à-dire que si jamais je lui dis de me représenter une personne, et s'il me représente systématiquement que des hommes, eh ben, j'ai un biais envers les hommes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, c'est une autre question. Mais c'est un biais qui est là. Et donc, l'enjeu de l'équité, ça va déterminer qu'est-ce qui est un biais ou non. Personnellement, si je dis à une IA qui fait des images de me dessiner une personne, je m'attends à ce qu'un coup sur deux, à peu près, elle me fasse un homme ou une femme. C'est quelque chose qui me semble raisonnable et qui est attendu, je pense. Et donc, la cause principale des biais, en fait, c'est généralement une mauvaise représentativité des données. Ça veut dire que on a un biais d'échantillonnage. Je mets un petit exemple avec l'illustration ici qui vient de Sketchpad Nation, et tout simplement où on a un sondage où on avait deux options. Oui, j'aime répondre au sondage. Non, je les jette à la poubelle. Et on voit que 99,8% des gens répondent au sondage. Ben ça, c'est un biais d'échantillonnage. Évidemment que ceux qui n'aiment pas répondre au sondage vont pas répondre aux vôtres. Là, c'est le même principe. Il faut savoir qu'il y a des techniques qui pourraient aider à résoudre ça, mais un cas classique que moi j'utiliserais, c'est par exemple, si on veut faire une IA qui veut calculer le salaire d'une personne en fonction des éléments disponibles dans le logiciel RH et d'une entreprise, eh ben, on se soumet à un risque de reproduire des inégalités de salaire qui sont déjà présentes. Hein, et c'est connu que les hommes sont mieux payés que les femmes. Il se peut qu'on fasse ça. Il se peut que cette IA reproduise ces biais-là. Mais là où c'est quelque chose d'un peu plus complexe que prévu, c'est le souci n'est pas juste on va retirer les informations liées au sexe de notre IA. Non, c'est potentiellement toutes les informations qu'on a à propos d'une personne peuvent aider à déterminer si c'est un homme ou une femme et reproduire ceci de manière indirecte. Et c'est là où il faut vraiment faire attention, il faut bien tester son IA et bien définir quelles sont les données pertinentes ou non. Un exemple aussi du monde réel, c'est on a eu un fabricant de sèche-mains qui a fait un modèle qui détectait que les mains avec une peau claire. Donc une personne qui était noire et qui voulait se sécher les mains ne pouvait pas se sécher les mains avec leur dispositif. Et dommage, et ce qui aurait été évitable si on avait bien testé ça avant de les mettre dans les faits publics. Donc ça, c'est les enjeux d'équité.
Ensuite, pour moi, deux autres aspects aussi qui sont très importants, c'est la transparence et l'accessibilité. En fait, l'IA, comme je disais à mon intro, l'IA c'est quelque chose de complexe de base. C'est quelque chose qui a dit un peu comme une boîte noire. C'est-à-dire on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, pouvoir expliquer comment fonctionne une IA, c'est un enjeu qui est ultra important parce que le but d'une IA, c'est de prendre une décision, généralement, de trancher quelque chose. Et si on ne sait pas comment elle a pris cette décision, eh ben, ça peut causer des problèmes. Par exemple, si on crée une IA pour accorder pour un prêt immobilier et qu'on ne sait pas pourquoi l'IA n'a pas accordé le prêt, et ben c'est un problème en termes de transparence, en termes de confiance. Pourquoi est-ce que on n'a pas elle a refusé le prêt à cette personne et pas à celle-là qui vont avoir des dossiers assez similaires? Et ben faudrait qu'on puisse comprendre pourquoi. Et ça c'est un enjeu principal. Pareil dans le cas des décisions médicales. Le cas des décisions médicales, si on décide d'opérer ou non, il faudrait qu'on puisse savoir pourquoi est-ce que l'IA a pris un choix ou un autre. Et le deuxième problème que j'ai mis avec, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, c'est à plusieurs niveaux. L'accessibilité, c'est un enjeu aussi bien sur l'accès d'un point de vue accès envers les handicaps, par exemple personnes malvoyantes, malentendantes, etc. Mais aussi vers les populations moins technophiles, par exemple les seniors tout simplement. Ou encore d'autres types de minorités. Il faut que tout le monde puisse accéder à des IA. Et pas seulement accéder à des IA, mais aussi à la création d'IA. Ça veut dire qu'il faut avoir en place tout un tas d'outils qui nous permettent d'avoir accès à des données ou non, et de pouvoir créer des IA plus ou moins facilement. Et par exemple, si je reprends mon fil rouge de l'agroalimentaire, ce qui se passe, c'est que comment il résout ce problème de transparence et d'accessibilité? Et bien en fait, chaque intermédiaire par qui passe ce produit a tous les relevés de température qu'ils ont sur les précédents. Et donc chaque acteur chaque acteur trace et transmet les différentes informations. Ce qui permet au prochain acteur, au prochain intermédiaire de dire ok, là ma chaîne du froid, je vois qu'elle a été respectée partout, et donc je peux accepter le produit et je peux continuer à l'entreposer, etc. Le fait que chaque acteur trace et transmette ces informations permet d'avoir justement ces différentes parties et qu'on ait confiance en la chaîne du froid. Ensuite, avant-dernier point que je vais aborder, qui est assez long, c'est qui est responsable de l'IA. Aujourd'hui, alors, c'est un enjeu qui va revenir un peu sur l'aspect légal. Aujourd'hui, qui est responsable, c'est l'éditeur de l'IA est responsable de ses erreurs. Je dis la législation européenne, c'est ce vers quoi se tourne à peu près tout le monde. Et c'est quelque chose que je comprends car, effectivement, l'éditeur de l'IA maîtrise l'entraînement, maîtrise les données, maîtrise beaucoup de choses sur comment est-ce que l'IA a été créée. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, aujourd'hui, si ChatGPT cause du tort à une personne, fait du mal à une personne, ce sera alors OpenAI qui sera sanctionné. Mais j'aimerais aller un peu plus loin quand même pour le futur. Je suis d'accord que l'éditeur doit conserver une partie de la responsabilité, mais on a toujours le cas des mauvaises utilisations des utilisateurs qui ont de mauvaises intentions. Dans ces cas-là, la mauvaise utilisation d'une IA, intentionnelle en tout cas, ne doit pas incomber à l'éditeur, ça doit incomber aussi à l'utilisateur qui, par exemple, s'il utilise ChatGPT pour avoir la recette d'une bombe et il décide de vraiment la faire, etc., il est responsable à un certain degré. Cependant, je peux aussi comprendre que c'est à l'éditeur de prouver sa bonne foi et de fournir toute la documentation nécessaire pour dire nous, on a fait nos tests, on est clean, et donc du coup, c'est l'utilisateur de faire ça. Je pense qu'il y a une responsabilité, il y a un entre-deux à trouver entre l'utilisateur est 100% responsable et l'éditeur est 100% responsable là-dessus. Et donc pour la responsabilité, si on reprend le cas toujours dans l'agroalimentaire de la chaîne du froid, il faut savoir que c'est le vendeur final par exemple qui est responsable du respect de la chaîne du froid auprès du consommateur. Si jamais vous achetez c'est pas un paquet de jambon chez Leclerc, et qu'il se trouve que la chaîne du froid n'a pas été respectée et que vous tombez malade à cause de ça, vous allez vous retourner vers Leclerc. Ensuite à eux de remonter la chaîne du froid parce que c'est de remonter qui était responsable de tout ça. Et s'ils avaient remarqué en amont que la chaîne du froid n'avait pas été respectée, et du coup, ils se seraient retournés vers l'intermédiaire en refusant complètement la charge. Et donc du coup, chaque intermédiaire dans la chaîne du froid est responsable de sa partie.
Ensuite, dernier point que je vais aborder, et qui est le point le plus important, c'est là, j'ai évoqué, pour avoir confiance en l'IA, tout un tas de points variés qui vont la légalité, à la robustesse, etc. Je vais mettre tout le reste qui a de manière un peu de cacher un peu tout sous le tapis sous le nom d'éthique. C'est-à-dire que évidemment que tout ça va être soumis à l'éthique, donc à la morale. Parce que évidemment, j'ai une notion de contrainte, mais c'est pas parce qu'on a ces contraintes précises que ça nous empêche de nous poser des questions. Il faut savoir que le principe fondamental en éthique concernant les IA, c'est d'abord ne pas nuire. C'est quelque chose aussi de commun avec la médecine, un primum non nocere. D'abord ne pas nuire. Et donc, du coup, pour avoir des IA dignes de confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter un certain nombre de principes, il faut respecter les droits fondamentaux des personnes, leur liberté individuelle, donc leur droit d'être eux-mêmes, etc., etc. En gros, respecter les droits fondamentaux des droits de l'homme tels qu'ils ont été énoncés par la Révolution française, tout simplement, et adaptés plus tard ensuite. Et donc, par exemple, comment ça se manifeste encore une fois dans l'agroalimentaire, l'éthique, c'est il y a toujours un principe de précaution en fait, qui est fait, même si le domaine est très réglementé. S'il manque des données, on ne part pas du principe que tant pis, c'est pas grave, on accepte. C'est non. Il manque des données, il n'y a pas de traçabilité disponible, on refuse la marchandise, et tant pis. C'est un principe de précaution, c'est un principe clair qu'il faut énoncer. Ok. Donc j'ai passé les 30 dernières minutes à peu près à mettre tout un tas de contraintes sur les IA pour qu'on puisse avoir confiance. Maintenant, la question est comment on respecte tous ces principes? Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour que les IA puissent avoir pleinement confiance en elles? Le premier élément de réponse que je vais donner, c'est l'éducation. C'est bête, c'est méchant, mais c'est vrai. Il faut éduquer tous les acteurs à comment bien faire une IA. Il faut éduquer le grand public. Il faut leur demander d'être exigeants envers ce qu'ils demandent d'une IA. C'est-à-dire que quand ils utilisent une IA et qu'ils voient qu'il n'y a pas d'études de transparence ou que les principes d'équité ou d'éthique ont été bafoués, il faut qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas l'utiliser et qu'ils soient même incités à ne pas le faire. Ensuite, il faut aussi éduquer les entreprises. Les entreprises, pour le coup, elles ont un rôle qui est majeur à ce niveau-là, puisque comme c'est elles qui créent, c'est à elles de créer toutes les procédures, toutes les normes, pour pouvoir créer des IA dignes de confiance et pouvoir les commercialiser. Il faut que les entreprises travaillent ensemble à créer ces normes de l'industrie, pour créer un climat de confiance. Dernière population qu'il faudrait pour moi aussi éduquer, c'est les ingénieurs en eux-mêmes, dès leur formation. Ou quand on forme des ingénieurs en IA, qu'on leur inculque quels sont les requirements, quelles sont les demandes en termes d'IA, quelles sont les choses qu'il faut faire pour créer des IA dignes de confiance et qu'on puisse mettre en place tout ça. Ça, pour moi, c'est une grande catégorie à faire. Évidemment, il y en a d'autres, je pense aux politiciens, etc. Mais pour moi, ça reste. Les politiciens, par exemple, font encore partie du grand public à ce niveau-là. Il y a, je pense, encore un manque de maturité sur les sujets IA à ce niveau-là. Et donc, ensuite, mon deuxième point, ça va être il faut changer la manière dont on conçoit les IA. C'est-à-dire que maintenant, enfin, la plupart des entreprises le font déjà, les grandes entreprises en tout cas, Google, Meta, etc. Et quand on conçoit une IA, il faut leur définir un but précis, avec des métriques claires. C'est-à-dire que mon IA, elle sert à ça et pas autre chose, et voici comment je mesure qu'elle fait bien sa fonction. Elle sert à détecter une maladie précise sur une image, sur une radio. Voilà comment je détermine comment ça fonctionne. Il faut aussi définir une gouvernance des données claires. Il faut être très clair sur quelles données sont utilisées par l'IA et comment elles sont stockées, et quelles données seront collectées ensuite par l'IA pendant sa phase d'inférence, donc pendant qu'elle tourne en fait, pour continuer à l'entraîner. Il faut être très clair là-dessus et il faut être aussi très transparent, comme le demande déjà le RGPD. Ensuite, il faut aussi prévoir des mécanismes de montée d'alerte. Quelque chose de bête, mais si une IA fonctionne, il faut qu'on puisse le savoir. Il faut que déjà l'utilisateur puisse le remonter, tout simplement. Et si possible, il faut que nous, on puisse le détecter aussi en amont. Il faut aussi prévoir un cadre de conception qui va anticiper les attaques, c'est-à-dire tout simplement anticiper les attaques les plus courantes qui pourront être faites envers le système pour pouvoir le déjouer. Un concept aussi qu'il faut garder, qui est pour moi ultra important dans la conception d'IA, c'est le principe de human in the loop. Donc, humain dans la boucle, pour traduire assez vulgairement.
Et donc à savoir, la question du Human in the Loop, c'est très simple, hein, le principe c'est à quelle étape est-ce qu'un humain devra être impliqué dans le contrôle, enfin dans les processus où il y a des IA. Ça peut être, c'est une prise de décision qui est assez importante, et pour moi, plus la prise de décision est importante, c'est-à-dire que plus l'impact de la décision de ce que fait l'IA est important, plus l'intervention d'un humain devra être systématique. C'est-à-dire que par exemple, si votre IA c'est juste un chatbot qui vous dit bon ben voilà, il y a une réduction sur votre produit, bon, mettre un humain à chaque fois qu'on génère un message, c'est pas utile. Par contre, si on commence à dire ok, cette personne-là, elle aura un prêt immobilier ou pas, et par exemple, ce sera important de commencer à mettre un humain. Et quand on parle encore de fois de décision médicale, pour moi c'est important d'avoir un contrôle de docteur derrière. Ensuite, le principe du Human in the Loop, c'est aussi donner le plus d'éléments possible à la personne qui fait la vérification, c'est-à-dire que l'IA va devoir fournir un certain nombre d'éléments sur lequel elle base sa décision. Et pour lequel elle justifie, entre guillemets, sa réponse. Et le dernier principe du principe de Human in the Loop, c'est que des fois, une automatisation via une IA n'est pas souhaitable. Savoir dire que, non, ce truc-là, je ne peux pas le faire décemment par une IA, il y a trop de risques, il y a trop de risques d'erreur, il vaut mieux se faire, mieux que ce soit un humain qui prenne sa décision tout seul. C'est aussi une décision, c'est des cas très spécifiques, mais il faut quand même les prendre en compte. Troisième chose qu'il faut faire, c'est changer la façon de faire, c'est-à-dire que dès le début, mettre en place des procédures de test, c'est quelque chose d'important. Documenter les résultats de l'IA. Donc c'est-à-dire vraiment, ici, je parle de dire, voilà, on a testé l'IA contre ce cas d'attaque, ce cas d'usage, etc. Et essayer de documenter tout ça pour voir comment l'IA évolue. Le but est de documenter en interne, mais aussi potentiellement pour pouvoir fournir plus tard à des personnes qui demandent les documents, pour une raison de transparence. Autant que possible, il faut analyser et documenter le fonctionnement de l'IA. C'est beaucoup de documentation sur la façon de faire, mais pour avoir confiance, mais c'est quelque chose qui est important. Évidemment, quand on parle de documentation, on parle de maintien de la documentation, c'est important. Prendre en compte la sécurité, encore une fois, on revient sur le principe de robustesse, etc. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte et ne pas sous-estimer. Et ensuite, dans la façon de faire, il faut aussi monitorer les dysfonctionnements, donc avoir comme je disais, des remontées d'alerte, mais aussi avoir des remontées systématiques s'il y a eu si par exemple il y a eu des tentatives d'intrusion, etc., etc. Dernière chose pour moi qui est importante aussi à mettre en place, c'est mettre en place des contrôles. Alors les contrôles, ils peuvent être aussi bien internes que externes. Et donc contrôle interne, ça peut être des contrôles internes de qualité tout simplement. Mise en place éventuellement d'un comité d'éthique qui peut être là pour dire voilà, votre approche est plutôt bonne ou non sur l'IA. En interne, ces contrôles, c'est vraiment pour avoir une approche proactive une approche proactive proactive du contrôle de l'IA, de vérifier le bon fonctionnement, du contrôle de qualité, etc. Et ça permet aussi de voir les erreurs en amont et de s'assurer que l'IA remplit bien sa fonction. Pour moi, il est aussi important d'employer des contrôles externes de type audit de sécurité par des cabinets spécialisés. Savoir qu'il y a déjà des normes qui existent à ce sujet pour les contrôles. Je pense à la norme ISO 42001, qui est la norme pour la gestion des systèmes de IA, s'occupe, elle, de mettre en place tout un tas de procédures en interne pour que la stratégie IA colle avec la stratégie de l'entreprise au global et puisse assister tout ça. Et puisse avoir tout un tas de procédures pour documenter justement et pouvoir s'assurer que les IA fonctionnent bien, globalement, au sein d'une entreprise. Et donc ça permet, les contrôles externes pour moi sont importants pour avoir évidemment un contrôle externe sur la question, un avis extérieur, parce que quand on crée une IA en interne, on a des pieds peut-être dans le guidon, hein, comme on aime l'appeler, où on est en train de le faire, il y a des questions qui sont évidentes mais qui ne sont pas peut-être qui n'ont pas été peut-être abordées. Et ça permet aussi pour moi quelque chose qui est important, qui sera important, c'est l'obtention éventuellement de labels qu'il faudrait créer d'abord, évidemment,
Mais pour la confiance, je trouve que les labels, c'est important dans le sens où ça correspond à un certain nombre de critères préétablis, avoir un label. Et surtout, c'est quelque chose qui se montre et qui s'affiche. Et ça, c'est quelque chose de très important pour la transparence. Et donc, du coup, les contrôles externes, ça permet d'avoir des normes plus lissées entre les différents domaines, tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les 4 principaux axes, vraiment. L'éducation des gens, travailler la mise en place, la conception, et mettre en place des contrôles après. Et donc, du coup, il faut passer à ma conclusion. Et pour ma conclusion, je vais m'aider des questions qu'on a posées en sous-titre à cette conférence. Donc la première, c'est peut-on faire confiance à une IA? La réponse pour moi est oui. Et oui, mais c'est un oui conditionnel. C'est-à-dire que on peut faire confiance à une IA, on a tout un tas de mécanismes qui peuvent aider, mais c'est quelque chose qui est conditionné à est-ce qu'on a fait ce travail ou pas. D'ailleurs, pour moi, c'est aussi, enfin, pour moi, on peut surmonter la complexité comme ça de l'IA avec ces problématiques de confiance. Et je veux juste faire remarquer quelque chose dans ce point, c'est que les problématiques que j'ai énoncées au niveau de l'IA, vous voyez que j'ai fait une métaphore tout au long de mon talk sur l'agroalimentaire. C'est des problématiques qui ne sont pas nouvelles. C'est-à-dire que les problématiques de confiance qu'on a au niveau de l'IA, c'est des problématiques qu'on a déjà eues au niveau de l'informatique, au niveau de l'industrialisation, au niveau de tout ça. C'est juste que ce qui a changé l'IA, c'est qu'on a mis en exergue certaines valeurs et il y a tout un imaginaire en fait, autour de l'IA, qui pour moi est du coup grâce à la fiction, hein, mais qui va aider, qui accentue cet aspect de méfiance. Pour moi, ce que va changer l'IA, ce n'est pas les problématiques, c'est vraiment la vitesse des changements et l'impact que vont avoir ces systèmes. Deuxième question que j'avais en sous-titre, c'est peut-on croire ce que nous dit une IA? Pour moi, la réponse à ça va être clairement non. Pourquoi non? À l'heure actuelle, en tout cas, quand on parle des LLM, etc., des chats GPT et tout ça, il y a une chose qui est peut-être que vous voyez tout le temps, mais que vous n'avez pas pris conscience, c'est qu'on vous dit toujours les réponses générées par une IA sont soumises à un cas d'erreur, etc. Enfin, peuvent être erronées, etc. Le simple fait que les concepteurs de ces IA vous disent que ça peut être erroné veut dire qu'il ne faut pas croire systématiquement, parce que j'ai pris cette question comme ça, croire systématiquement ce que dit une IA. Elle peut vous donner des réponses très très justes, mais dans un principe de précaution, il faudrait toujours vérifier ces principes. Et comme je dis, le jour où on voudra avoir confiance pleinement en ce que nous dit une IA, il faudra que le concepteur nous prouve que son IA fonctionne correctement. Et donc, doit-on contrôler l'IA par un humain? Ma réponse est, ça dépend de l'impact. Vous avez un chatbot qui vous donne le prix des produits sur votre site et qui vous aide à retrouver ça facilement. Pour moi, c'est un impact très minime sur votre logiciel et sur votre système. Ça peut être laissé à une IA et si elle a dit une bêtise, c'est pas grave. On s'excuse auprès du client. Enfin, c'est des démarches classiques. Si on parle de choses plus graves, genre si on parle par exemple d'armement ou de militaires, est-ce qu'on envoie des missiles à cet endroit-là par exemple? Pour moi, il faut une intervention humaine. L'IA ne peut pas être seule à décider. Le risque est trop important et les conséquences pourraient être trop dévastatrices. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose. L'humain et l'IA doivent coexister. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est évident. Pour moi, l'IA ne peut pas tout faire. Il y a des cas effectivement où il y a peu d'impact, peu de risques, et dans ce cas, on peut laisser une IA faire. Et sinon, il faut que pour moi, l'IA et l'humain collaborent et que ce soit l'humain qui finisse par avoir la décision, parce que c'est lui qui portera toute la responsabilité de toute manière de l'action qui va être faite. Voilà. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie à tous. Si vous avez des questions, je pense que c'est le moment de les mettre dans le chat et j'espère en avoir quelques-unes déjà. Johan. Oui. On demande si tu connais Freedom GPT. C'est une IA à qui on peut demander la recette d'une bombe. Il précisera que c'est illégal, mais qui répondra quand même à la question. Je ne connais pas, j'ai sûrement dû en entendre parler, j'ai déjà entendu parler d'histoires comme ça.
Si on me demande mon avis, le créateur de cette IA s'expose à des risques. Pour moi, ce qui fait, enfin, je comprends son idée que qu'il y a une liberté d'expression absolue, etc. Pour moi, il faut quand même faire attention aux conséquences de tout ça. Je sais que c'est des visions enfin, c'est quelque chose qu'on discute beaucoup en interne à Reboot, pour dire. Je sais que c'est des visions qui sont très séparées. Pour moi, à l'heure actuelle, le créateur de cette IA s'expose à des risques que je trouve justifiés. À des mises en garde. Et c'est pas. Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, j'en sais rien. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, personnellement. Comment choisir où mettre le curseur quand on aborde la problématique des biais quand on développe ou qu'on modifie une IA? Comment je dis on met le curseur? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, déjà, il y a une chose que je rappelle, c'est la loi encadre les discriminations qui sont illégales, entre guillemets. C'est-à-dire que, pour moi, alors je fais attention quand je dis discrimination. Discrimination, c'est le fait de c'est le fait de choisir, en fait, tout simplement. Il y a des discriminations qui sont illégales, par exemple, la discrimination homme-femme est complètement illégale dans certains domaines, pour le recrutement, etc. Et donc, il faut prendre en compte, pour moi, la loi, et ensuite, il faut voir qu'est-ce qui est raisonnable ou pas par rapport à tout un tas de questions qui se posent. Si vous voulez faire, comme je disais, l'IA qui prend en compte les salaires, pour moi, les biais envers les compétences, c'est normal que différentes compétences égale différents salaires, mais par contre, si la passion du mec, c'est de jouer aux jeux vidéo et à l'autre, c'est de faire du golf, et que du coup, celui qui joue au golf, je dis des bêtises, hein, mais qui joue au golf a un plus haut salaire sur ce critère-là, et que tout le reste est identique, ça n'a pas de sens. Il faut essayer de déterminer par rapport à l'état initial, qu'est-ce qui a du sens pour l'objectif, par rapport à ce qui n'en a pas, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui est pour vous des critères qui doivent influer, et quels sont ceux qui ne doivent pas influer. J'espère que ça répond. Yes. Peut-on, doit-on, créer du contenu protégé par droit d'auteur dans le cadre de l'entraînement des données? Quelle problématique de les utiliser ou non? Est-ce qu'on doit utiliser du contenu protégé? Alors, est-ce qu'on doit? La réponse est non, vous pouvez faire sans, tout simplement. Mais est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est légal? Légal, j'ai pas la réponse. Moral, ça me semble quand même compliqué de justifier ça, enfin, de prendre du contenu qui nous appartient pas, je veux dire, hein, protégé par du droit d'auteur, et de dire, bon, c'est quand même du matériel qu'on a là-dessus. Je trouve ça difficilement justifiable. Il faudrait au moins une forme d'accord à ce niveau-là. Est-ce que ça se justifie? Je suppose que tout le monde peut justifier par le bien commun de l'humanité, tout ce qu'il veut, mais pour moi, ça reste des sujets un peu touchy à éviter globalement. Si je reprends la première conférence, il y avait un exemple qui avait été donné sur les voitures autonomes. Le fait qu'en Europe, on a un problème de masquer les visages qui Oui. n'existe pas aux États-Unis. Et donc, du coup, les entreprises qui travaillent sur les voitures autonomes en Europe doivent utiliser des banques d'images qui viennent d'Amérique du Nord. Oui, bah, c'est vrai que cette question des voitures autonomes en Europe où on ne peut pas le faire parce que, comme Yaniv la semaine dernière, on ne peut pas utiliser, c'est peut-être un cas où soit faut qu'on ait. En fait, il faut choisir est-ce que les voitures autonomes est quelque chose enfin, est-ce que ça vaudrait le coup d'avoir des voitures autonomes au prix dans les entreprises qui est une banque d'images de visage là-dessus. Apparemment, les Américains n'ont aucun souci avec ça. En même temps, les Américains ont une conception très particulière de la donnée à caractère personnel qui n'est pas la vision de l'Europe à ce niveau-là. C'est-à-dire que vraiment, pour les Américains, c'est quelque chose qu'on peut vendre, hein, les données personnelles, alors que pour les Européens, c'est quelque chose qui est propre à soi, ça n'a pas de valeur commerciale. Et donc, la réponse pour moi est peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait faire ça et quelles sont aussi les alternatives. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des sortes de banques de données sécurisées, enfin, ce que les Américains appellent des trustees, des choses dont on a confiance, qui pourraient stocker les données, pourraient reverser les données à des personnes qui en font l'autorisation pour l'entraînement, sans que les entreprises aient accès aux données. Est-ce qu'il y a des modèles qui pourraient faire autrement? Je pense que oui. Est-ce que c'est plus souhaitable qu'avoir directement les entreprises qui ont ces données? Je pense aussi.
Autre question, demande les IA actuelles. Alors, les IA actuelles sont entraînées sur des ressources créées par des humains. Pourrons-nous continuer à leur faire confiance demain quand le contenu IA sera partout dans les données d'entraînement? Ben, en soi, les données IA, c'est juste une recomposition des données humaines. Est-ce qu'on pourra continuer à faire confiance? Pour moi, si les résultats sont cohérents et concrets, oui. Encore une fois, hein, j'ai passé les 40 dernières minutes à donner un framework de comment on peut faire confiance. Pour moi, si les réponses sont toujours là et que les données sont toujours là, on pourra faire confiance. Est-ce que les réponses seront toujours de bonne qualité? Pas, peut-être moins. Dans quelle échelle de temps pourrons-nous faire tourner des IA de type LLM générative sur nos appareils jusqu'à nos smartphones? J'ai presque envie de dire que c'est le sujet de la semaine prochaine. C'est un peu le sujet de la semaine prochaine. Et spoiler, on arrive déjà à faire tourner des petits LLM sur les. Ça existe déjà et c'était des choses. Pour ceux qui. Alors, je ne sais pas si Yacine abordera ça la semaine prochaine, mais pour ceux qui s'intéressent, cherchez Federated Learning sur Google, vous apprendrez plein de choses là-dessus, justement. C'est comme ça que fonctionne, par exemple, l'IA dans Google Keyboard, dans le clavier Google, par exemple. Donc, il y a encore d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions, alors on va mettre fin à la session. Et ben du coup, merci à tous. Il n'y a plus de questions apparemment, donc je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine pour le talk de Yacine.